la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est de vous demander comment vous deux vous vous êtes rencontrés. Ça a commencé où et ça s'est passé comment en fait? C'était il y a combien de temps? C'était il y a... On se connaît depuis très longtemps. Et puis après, les années ont passé. X raisons, les vies ont changé les uns les autres. Et puis on s'est retrouvés plus tard, en 99. En 99, vous vous êtes retrouvés, mais Voilà. c'était le fruit du hasard? C'était Oui, ça s'est fait comme ça. Voilà. à une soirée Au salon nautique. Au salon nautique. Et qu'est-ce que t'as fait au salon nautique? Bah, tu vas pour acheter un bateau et tu reviens avec une femme. C'est pas banal. Et tu reviens. Et en fait, toi, tu l'as vu au salon nautique et tu t'es dit, c'est bon, je passe la seconde, on y va, quoi. Bah ouais, ça s'est fait petit à petit. Ouais. Tu sais, moi, Avant de t'engager, il faut du temps, quoi. Ouais. Ça se fait pas comme ça. J'aimerais juste revenir un petit peu à la base et parler un peu de ton amour de la mer, de manière assez simple. Si je me trompe, je crois que ça venait de ton père. Est-ce que c'est vrai? Et comment ça a commencé, en fait? Ah, comment ça a commencé? Bah, justement, mes parents avaient une caravane, justement. Et après, quand je suis né, quasiment, ils ont remplacé la caravane par une petite maison. Et donc, j'ai toujours vécu quelque part juste au bord de la mer. Donc, je pense que ça a dû faire quelque chose. Parce que j'habitais à Châteauneuf, j'étais à l'école à Châteauneuf, et bon, on venait le week-end, en fait, au bord de la mer. Et mon père a toujours eu un bateau. Et ton père naviguait à l'époque? Ah oui, il a tout le temps navigué. Ouais, donc il t'emmenait avec lui? Bah oui, surtout au tout début, je faisais plus du dériveur en vaurien, en 420, et puis, mais pas forcément beaucoup de compétition, puisqu'on n'avait pas un bateau non plus qui était terrible, quoi. C'était des anciens. Bon. Et puis à un moment, mon père, il a acheté un Armagnac, donc qui était un bateau déjà beaucoup plus course croisière, on va dire. Et donc là, on avait la possibilité de courir et de gagner. Donc là, c'est là que ça a démarré, quoi. Parce que j'aimais bien la compétition. Et Jean, donc en fait, quand tu vois ton père naviguer, tu pars avec lui, t'as envie de l'aider, et ce qui te plaît le plus à bord du bateau, c'est quoi? C'est l'aventure, c'est la nature, c'est la technicité, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur du bateau? Ah, moi, c'est la course. La course gagnée, quoi. Ouais. Moi, j'étais compétiteur, donc voilà. Et donc, forcément, un bateau, il faut forcément s'en occuper, c'est forcément de la technique associée. Donc, au final, je me suis retrouvé coureur-constructeur, quoi. Tu vois, parce que la technique m'a toujours passionné, la compétition aussi, et j'étais sur l'eau. Donc, t'associes les trois, voilà. Et dans un premier temps, il n'y avait pas le côté aventure. D'accord. C'était que le côté course, performance. Ouais, performance, course, voilà. Et le côté aventure est venu plus tard. C'était quoi la relation que tu pouvais avoir avec ton père? Elle était plutôt dans la transmission? C'était plutôt quelqu'un de dur? Comment tu t'entendais avec lui? Ça se passait comment? Je m'entendais bien. Hein. Il avait envie de te... Il était pas dur. Il était à la cool? Ouais. Et donc lui, là aujourd'hui, s'il savait que tu avais fait 5 Vendée Globe, tu penses qu'il te dirait quoi? Bah, il me dirait c'est bien. C'est tout? Bah, il me dirait peut-être bravo. Il serait pas étonné parce que t'en parlais avec lui de cette volonté de faire des tours du monde, des choses comme ça. Bah non, il est décédé, j'avais 18 ans. Donc, donc si tu veux. Et peut-être qu'à 18 ans, tu peux avoir des rêves. Ouais, non, moi j'ai jamais fonctionné comme ça. Ouais. Non, moi c'est au fur et à mesure. D'accord. Donc. Pourquoi, en fait, t'es parti lors de ton 5e Vendée Globe, alors que le progrès technique était partout? C'était, voilà, les foilers, les machins, les derniers cris, les machins, les trucs muches. Pourquoi t'es parti à bord d'un dériveur? C'était un choix personnel? Bah, je dirais que de toute façon, on n'avait pas le choix. Ouais. C'est déjà un non-choix. Parce que quand t'as pas les moyens, qu'une perle foil, elle vaut quasiment le prix de ton bateau, si tu veux. Bon. Et donc, déjà, au moins, on n'avait pas le choix. Donc, des fois, c'est bien de ne pas avoir le choix. Ouais. Parce que d'avoir des moyens, des fois, te complique les choix.
Ça, c'est autre chose. Et surtout, et tes obligations, forcément. Plus tu as de moyens, plus tu as d'obligations. Or, nous, là-dessus, on a toujours eu une liberté, une certaine liberté. Bon. Tu penses que pour cultiver sa liberté, il faut justement pas rester le plus libre possible aussi dans le financement de son projet, quel qu'il soit en fait. C'est vraiment délicat. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr qu'on n'avait pas le choix de la réflexion. Donc déjà, de toutes les manières, il y a une partie du dossier rangé. Parce qu'en plus, le temps qui est incompressible, quand tu es 2 ans avant le départ d'une course ou ce genre de timing, tu sais que tu n'as pas le temps de toute façon d'aller dans une autre direction que la direction que toi tu ressens qui est bonne. Ouais. Donc c'est vrai que on n'est pas parti non plus sur un bateau qu'on n'a pas fait évoluer, tu vois. Donc on a fait tout ce qu'on savait faire au mieux avec les moyens qu'on avait. Et est-ce que tu arrives à couper ce monde? Dans le sens, aujourd'hui, tu vis, tu travailles, tu transpires le monde de la course au large. Est-ce que quand tu pars des pontons de Port-la-Forêt ou quand tu pars des pontons, quand tu descends de ton bateau, est-ce que tu arrives à couper complètement ou l'univers de la mer, il est dans tes veines, il est partout? Est-ce que tu arrives, je sais pas, à prendre des vacances, à penser à autre chose ou ça fait partie de toi tout le temps? Oui, en ce moment, c'est assez. Les derniers temps, c'est très. Non, je suis tout le temps dedans. Ouais, t'es tout le temps dedans. Ouais, c'est ça. Oui. On va dire ça, non? C'est ça. Et toi, c'est quelque chose, parce que ce monde-là, c'est un monde que t'aimes bien, toi, Anne? Le monde de la voile, le monde du large? J'aime pas tellement les mondes fermés, moi, j'aime bien les mondes ouverts. Alors, au bout d'un certain temps, je tourne un petit peu en rond et les gens tournent un petit peu en rond. Alors, de temps en temps, tu as des personnages qui viennent un peu, ouvrir les choses, mais je dois dire que j'en ai un petit peu assez. En soi, la course au large, c'est une vertu qui est assez magnifique. Oui. Mais après, ce que les hommes en font, c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, quoi. Je suis pas forcément en adéquation. Mais il y en a que j'adore. Enfin, il y a des personnages que j'aime beaucoup, mais d'une manière générale, je suis pas en accord avec ce qui se passe. Je trouve qu'il y a trop d'argent. Je trouve que les budgets dépassent. Que c'est un petit peu indécent tout ce qui se passe actuellement au vu du monde actuel. Pour moi, ça manque un petit peu d'humilité. Ça manque un peu de, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait pas vibrer, on va dire. Et qu'est-ce que vous imaginez en fait parce que ça a été un beau message quand même que vous avez délivré avec Yes We Can en disant on peut faire une belle aventure, un grand voyage, et on peut faire de la performance en ayant un petit budget. Est-ce que vous pensez que ça, c'est rentré dans la mentalité des gens? Et est-ce que vous pensez que le futur Vendée Globe, les gens vont être différents? Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont se mener. Est-ce que vous avez des envies particulières là-dedans? Attends, moi je dis, ce qui est génial, c'est que ce que Jean a montré et démontré, là on peut le dire, ainsi que Damien, ainsi que Benjamin Dutreux d'ailleurs, ainsi que Maxime Sorel, ils ont quand même démontré qu'avec des bateaux anciens, bien préparés, avec les moyens du bord, avec des petits budgets, Damien a un budget un peu plus confortable, mais peu importe, ils ont démontré qu'avec des bateaux comme ça, on pouvait faire quelque chose de bien et raconter de très très belles histoires. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai eu des coups de téléphone pendant le Vendée Globe de jeunes, dont Louis Duc, par exemple, qui disait merci Jean, parce que tu nous ouvres une voie, tu nous confortes dans notre voie et dans notre choix. C'est remettre un peu d'humanité, quoi. Parce qu'on peut maintenant leur dire, voyez, on peut faire quelque chose, même avec un bateau ancien, même avec un petit budget. À partir du moment où on y met nos tripes, on y va, quoi. Et donc, ça, pour moi, ça m'a fait du bien. Quand Louis Duc m'a appelé, qu'il me dit ça, je dis waouh, je le vois d'un autre angle, je le vois différemment. Ça fait du bien, ça fait du bien. Putain, c'est clair. Donc après, ça changera pas. Tu auras toujours des très gros budgets, tu auras toujours et puis tu auras aussi peut-être une autre voie possible. Le tout, c'est que cette autre voie reste possible. C'est ça qui est important. Il faut pas fermer cette voie au plus
qui reste une voie de compétition en plus, qui reste une voie compétitive, qui reste une voie, c'est pas je me promène, pas du tout. Mais que cette voie existe, Mais en que fait. cette voie puisse continuer à exister. Et celle-là, il faut la défendre. C'est tout. Pour les jeunes ou pour les gens qui ont envie de prendre cette voie-là et pas forcément d'aller flying around the world. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi de tout ce qu'elle vient de dire, Anne? Bon, moi, c'est ce que je défends. Donc, si tu veux, d'avoir une vision, du futur, tout au moins se poser, je dirais même pas de se poser des bonnes questions, déjà de s'en poser. Et se poser des questions, pas pour demain ou la semaine prochaine, mais se poser des questions sur les 3 prochaines éditions du Vendée Globe, par exemple. Ouais, de voir quelque chose d'à beaucoup plus long terme. De regarder un petit peu plus loin, de regarder tout simplement d'où on vient, là où on est et là où on veut aller. Et donc voilà, et de tirer des enseignements de ce dernier Vendée Globe, qui sont très riches en enseignements, si tout au moins on veut bien regarder ce qui s'est passé. Parce qu'on peut aussi fermer les yeux et se dire qu'il ne s'est rien passé. Ça, c'est une facilité qu'on a à chaque fois tendance à constater. Moi, je ne fais pas partie de ça. Moi, mon combat, il a toujours été le même. Il était de diminuer l'influence du pouvoir financier sur le résultat sportif. Ça, c'est mon combat depuis tout le temps. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Mais voilà, après, quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire accessibilité pour les jeunes. Ne pas que les jeunes soient écœurés aujourd'hui, les jeunes, ils osent même plus aller chercher les budgets tellement ça devient complètement indécent. Ouais. Donc, même les meilleurs sont écœurés. Donc, ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on le dise, enfin, pas qu'on le dise, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Qu'on propose quelque chose. Ce que je suis en train de faire. D'accord. Bon, maintenant, ce ne sera pas entendu, peut-être. Mais au moins, tu auras essayé. Mais au moins, ceux qui auront dit non, on verra dans le futur ce qui se passera. Et j'ai envie de comprendre entre vous deux, comment vous faites pour gérer ce stress. Toi, en tant que femme, t'as ton mari qui part, il part à l'autre bout du monde. En plus, tu sais que tu pourras jamais lui dire tu pars pas parce qu'il partira quand même. Oui. Voilà. Donc en fait, t'es quand même un peu dans la merde parce que tu sais dans tous les cas qu'il va partir. Oui. Et donc toi, t'es quand même stressé. Est-ce qu'il te rassure ou tu encaisses et tu te rends même pas compte que t'encaisses? Comment ça se passe? C'est à chaque fois différent, ouais. Parce que chaque Vendée ou chaque Tour du Monde ou chaque course est totalement différente dans des contextes différents, donc je suis pas forcément stressée. T'es pas forcément stressée? Le stress, c'est plus en avant, c'est pas trouver les sous, par exemple. Ça va m'empêcher de dormir. Par contre, t'as confiance en lui. Tu sais qu'il va terminer. Donc, je sais pas s'il va terminer, mais je sais que en général, il arrive à se sortir des situations scabreuses. Donc, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Déjà en Norma, parce que c'est quand même là où, je pense, où il a frôlé vraiment cette fameuse route du Rhum, là, où ils ont tous fini en fagot de latte sur la plage. Là, mais c'était pas faute de leur avoir dit qu'il fallait assagir les bateaux, mais encore une fois, ils n'ont pas voulu écouter. Voilà, ils sont allés au bout du fagot de latte sur la plage. C'était chouette. Et Jean, il avait son bateau cassé, donc... bien cassé, ça faisait crac, il m'avait téléphoné, il me disait écoute, et puis t'entendais il y avait entre 40 et 52 devant, c'est pas un truc de barjot, il me disait écoute, et puis ça craquait, je disais, c'est chouette, c'est sympa. Bon, hop, il a réussi quand même à ramener son bateau, quand même, avec un bras cassé, je sais pas quoi. Et la confiance, bras cassés, il ramène le bateau. Donc déjà, après, c'est pas cette période-là qui a quand même été assez costaud. Ensuite, arrive Vendée Globe, à l'envers, au Cap Horn. Bon. Il s'en sort. Tu te dis comment c'est possible. Avec un sang-froid extraordinaire. C'est-à-dire, et puis à chaque fois, c'est ça que... D'abord, il connaît son bateau par cœur.
Et il l'a prouvé encore là, c'est-à-dire qu'il a fait une réparation pour entrer que je pense que pas beaucoup auraient pu faire. Ouais. Mais je pense, très sincèrement, là pour le coup, je ne sais pas qui aurait pu faire ça en dehors de lui. Il ramène son bateau, et lui avec. Et il finit 4e, donc c'est plutôt rigolo. mais bon, 2008, il s'en sort. Mais ce qui est surtout très intéressant dans l'histoire, c'est qu'il s'en sort tout le temps avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de réflexion. Et de bon sens. Donc je sais qu'il a cette réflexion, ce bon sens et ce savoir-faire. Et tout donc, ça. Si l'accident arrive, c'est comme dans la vie. Tous les accidents sont cons. Mais tu prends ta bagnole, tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi ou tu ne sais pas si tu vas arriver au bout. Hein. Mais sauf qu'il a tout le savoir-faire et donc forcément que j'ai toute confiance et forcément je ne stresse pas. Tu vois, je ne stresse pas. J'avale, j'absorbe quand il m'appelle et que ça ne va pas très bien. Et qui cherche Kevin et qu'il n'y a que toi au bout du fil qui essaie de le rassurer. Oui, tu lui dis quoi à ce moment-là quand il t'appelle et qu'il te dit j'ai peur de ne pas le retrouver, j'ai peur de ne pas réussir à rechoper Kevin. Toi, t'es comment derrière le fil? T'es plutôt détendu, tu lui donnes de la confiance. Qu'est-ce qui zen, bien sûr. Tu restes zen. Oui. Et tu lui dis t'inquiète, tu vas le trouver. J'ai horreur du drame, donc j'ai horreur de jouer le côté drame des choses. Donc moi, je suis toujours zen. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis zen, je pose les choses. Je lui dis des trucs idiots. T'as mangé, tu t'es reposé. Le truc, c'est crétin parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire en face? Je veux rien. Mais à un moment, je lui dis quand même fais gaffe, il y a d'autres bateaux sur la zone. Le suraccident, tu sais, tu es toujours très concentré sur les trucs très basiques. Et quand tu as un accident, attention au suraccident. Ça, c'est la base. Alors, je lui dis fais attention. Moi, il y avait déjà pensé tout seul. Il n'y avait pas besoin de moi pour ça. Mais je lui dis quand même, bon, voilà. Et puis après, non, tu es dans l'écoute, quoi. Tu es dans l'écoute, et puis tu te sens bien impuissant, en fait. Tu sais pas trop. Mais justement, tu vois, le sang-froid que tu décris, souvent, des personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient ce sang-froid-là, tu vois, ce calme, le poids des mots aussi, c'est important. C'est souvent des gens qui ont vécu des choses assez fortes, soit qui ont touché de près la mort, qui ont vécu des maladies, qui ont côtoyé des choses assez dures, qui arrivent justement à gérer des situations d'urgence. Et j'aimerais comprendre, en fait, toi, quand il se passe ces choses-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Genre, comment t'arrives à poser les choses et à rester calme, comme ça? Quand mon bateau, s'est cassé, là? Ouais, quand ton bateau s'est cassé, ou quand t'as dû récupérer Kevin Escoffier, dans toutes les situations de crise que t'as pu vivre en tant que marin, est-ce que la mer a été une formation pour toi? Est-ce que c'est des choses annexes qui te permettent de garder ce sang-froid? Comment t'arrives à garder justement cette hauteur, ce calme dans les gestions de crise? Parce qu'il faut faire. T'es dos au mur, il faut faire. Ça sert à rien de se prendre la tête de toutes les manières. Kevin, il tombe à l'eau, il faut le récupérer, c'est tout. Donc tu réfléchis pas. Tu vois, les gens, ils me disaient, est-ce que tu as réfléchi quand tu étais en 2008 à l'intérieur de ton bateau, que c'était toi le naufragé, et voilà, et t'étais pas le sauveur? J'ai dit non, j'ai pas pensé une seule seconde à ça, non. Il y avait Kevin qui était à récupérer, il fallait le récupérer, point, barre. Ouais. Donc voilà, après quand le bateau il y avait un problème de structure à l'avant, tu regardes le truc, tu dis de toutes les manières, si tu ne bouges pas, tu vas couler. Donc tu es dans le milieu de l'océan Indien, tu dis maintenant tu te crèves la tête et puis un petit peu et puis tu te bouges le cul, puis tu vas passer le choc, un petit moment de choc, et puis après tu reprends. Et puis tu vas réparer. Et pourquoi tu l'appelles elle? Parce que c'est la personne avec qui je vis et puis qui me connaît bien et qui est réconfortante quelque part, parce que tu peux appeler je dirais pas le président de la République. Il t'a appelé en plus. Il m'a appelé, mais bon. Et c'était assez sympa d'ailleurs, mais je dirais que voilà, je sais que Anne, elle me connaît les situations difficiles et elle a toujours une façon d'aborder les choses qui est dédramatisante tout le temps. Ça te fait du bien, ça? Ah oui. Surtout dans les situations de crise, quoi. Et surtout, Anne, elle évite de poser les questions
qu'il ne faut pas poser dans ces moments-là. Et ça, c'est précieux. Parce que l'histoire de Kevin, ça a duré une journée. C'était pas une fois qu'il était récupéré à bord, l'histoire elle est finie. Bon, après, je le rejette à l'eau. Il est récupéré par le bateau de la Marine nationale, le Négos. Mais bon, l'histoire entendue, elle est terminée. Par contre, le reste du Vendée Globe, c'était tous les jours. Et là, c'est différent. C'est-à-dire que jamais elle m'a demandé, par exemple, t'as été voir la réparation, si elle tenait, etc. Des questions où, bien souvent, j'allais voir avant de l'appeler. Pour si jamais elle me posait la question, je savais qu'elle me la poserait pas. Mais parce que déjà, moi, à un moment, tu refuses d'ouvrir cette putain de porte qui te sépare du caisson où le bateau est cassé. Donc tu regardes un petit peu de temps en temps. Bon, ça tient, tu te rassures en te disant que ça tient. Et puis à un moment, tu vas un peu plus loin. Puis si jamais ça pète, qu'est-ce que tu fais? Surtout la deuxième réparation où je pouvais plus rien faire quasiment. Donc voilà. Donc elle a cette manière de ne pas poser les mauvaises questions. Parce que dans ces cas-là, tu as suffisamment. Tu te questionnes suffisamment toi-même, c'est qu'on t'en rajoute pas une de plus, quoi. Ouais, je comprends. Et ça, c'est précieux. Et Anne, toi, dans ces moments-là, parce que tu en as vécu plusieurs à ses côtés, le fait justement de ne pas lui partager tes peurs, parce que tu ressens déjà les siennes et tu n'as pas besoin de mettre des mots pour pouvoir encore aggraver les choses, comment tu arrives à faire tout ça? Ça fait partie de toi, tout simplement, ou... Tu disais tout à l'heure que quand on a eu des gros chocs dans sa vie, on prend beaucoup de recul. Moi, j'ai eu un cancer en l'occurrence, donc ça aide aussi derrière à relativiser et pas être du tout fataliste, parce que si on est fataliste, c'est pas la question, mais du coup à prendre toujours du recul avec des situations graves. Je ne parle pas des petites situations momentanées, mais des trucs graves. Tu les prends avec le maximum de recul, de hauteur. Tu te poses et tu te dis bon, allez. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On sent pas, tu sais, le bien. Quand je réponds, je me sens totalement impuissante parce que j'essaye de rassurer, d'être basique. Et puis tu dis souvent, ça sert à rien de pleurer avant d'avoir mal. Moi, c'est ma grande maxime, c'est ne pas pleurer avant d'avoir mal. Mais oui. Ça, c'est une bonne phrase. C'est simple, on comprend tout. Ça sert à rien de chialer avant d'avoir mal. Arrête d'avoir peur. 100 fois, on me demande, mais t'as pas peur? Je dis non, j'ai pas peur. Et ça sert à quoi? Et tout le temps, je réponds invariablement, je ne pas pleurer avant d'avoir mal. C'est la base, quoi. Maintenant, je vais vous poser 3 petites questions qui sont les petites questions que je vais poser tout le temps à bord de ce bateau-là aux gens qui vont venir dans ce petit carré. La première question, c'est si vous aviez quelque chose que vous pouvez faire qui est complètement à l'ouest, quelque chose de complètement décalé, sans aucun filtre, qu'est-ce que ce serait? Un truc sans réfléchir, vraiment une chose que vous avez envie de faire, de dire, de vivre, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, ça serait avoir adopter tous les animaux qui sont pas bien dans la vie. C'est vrai? Oui. D'accord, donc Moi, j'aurais un énorme grand T'aurais un zoo, mais qu'est-ce que tu fous alors? Vous barrez dans la forêt, t'achètes un zoo et tu prends tous les animaux. Je prends tous les animaux et puis je leur donne tout l'espace dont ils auraient besoin pour courir sans se faire engueuler parce qu'ils sont pas en laisse, parce que ceci, tu vois. Ah ouais, punaise, j'aurais jamais imaginé. Ok, d'accord, trop bien. Toi, qu'est-ce que tu fais C'est la nouvelle Brigitte Bardot. Tu fais quoi, monsieur Jean? Je fais rien. Comment? Tu fais quoi, toi? Ah, moi, on m'a posé la question l'autre jour. Ah ouais? Le truc le plus délire. Ouais, un truc délire, complètement perché, complètement à l'ouest que tu ferais, ça serait quoi? J'appelle mon copain couturier, Ouais. qui est champion du monde des feux d'artifice. Ouais. Je sais pas ce que tu vas dire, mais ça me fait marrer. Après,
J'appelle mon copain Patrick qui lui, il a fait l'Everest. Ouais. On se déguise en camouflage dans les mêmes tons que la Tour Eiffel. Et on grimpe sur la Tour Eiffel, ni vu ni connu. Donc forcément, on est 3. On a l'alpiniste qui nous donne des conseils pour monter quand même. Ok. Donc on a un peu 3 Spider-Man. Ok. Maquillés aux couleurs de la Tour Eiffel. Et on grimpe la nuit discrètement jusqu'en haut. Ouais. Là, on installe avec Couturier, qui lui, champion des feux d'artifice, il installe tout le matos et on fait péter le feu d'artifice de la mort en haut de la Tour Eiffel. Ok, Jean, quand tu gagneras le 6e Vendée Globe, il se passera ça, ok? Bon, il faut qu'il fasse beau parce qu'il faudra, Ouais, exactement. il faudra que quand même il y ait une belle couverture météo, mais t'imagines un peu Le truc de dingue. Truc de dingue. Ouais. Et Surtout, là, c'est le monument que tu préfères, la Tour Eiffel. Bah, toi, d'abord, c'est vachement haut. Ouais. À Paris, il y a vachement de monde. Ouais. Donc, si tu veux, je trouve que c'est un truc qui fera plaisir à plein de monde. Et que du coup, ça pourrait être chouette. J'ai demandé que tu me ramènes un objet, Jean, et que tu me ramènes un objet, Anne. Et j'aimerais les découvrir et que tu vas pouvoir me le décrire. On commence par les nanas, plus sympa. Oh bah, ça va être très simple. Vas-y, dis-moi. C'est vraiment très bête. Hein. Ah, mais c'est très bête, c'est génial. C'est très bête, mais ça fait partie de ma vie. Les sacs de filles. Non, pas le sac. Un collier pour chien? Vie. Ok. Alors, c'est pas moi qui le porte, hein. Non. Comme Jean n'est pas souvent là, moi j'ai mes compagnons et mes compagnons à 4 pattes. Et j'ai 4 compagnons à 4 pattes avec moi en permanence. Ils me suivent partout, tout le temps, sauf aujourd'hui. Hein. T'as eu chaud. Hein. J'ai eu chaud, sinon j'aurais eu 4 clébards dans le chien. T'avais 3 labradors et un cavalier King Charles. Et donc voilà, ça c'est ma vie. C'est ceux à qui je parle le plus, en dehors des Skype avec Jean pour le Vendée Globe. C'est ceux qui partagent le plus de temps avec moi. C'est ceux qui connaissent tout de moi. Et je connais pas mal d'eux aussi. Voilà. Donc, trop bien. Donc ça, c'est vraiment moi. C'était psychologue quand lui, il est pas là, quoi. Même quand il est là. Même quand il est là. Il est pas beaucoup là. Parce qu'il est dans son chantier. Ça, c'est celui de qui? Là, c'est celui d'Olaf, le dernier. Olaf, donc le Labrador ou le Labrador. Le petit Labrador. Ouais. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Et toi, Jean, c'est quoi ton petit objet? Ah bah moi c'est évidemment c'est pas petit quoi. Ouais, Bah, toi, tu vois toujours les choses en grand, quoi. Bah, ça symbolise un peu quelque chose de plus grand. Oh, j'adore. C'est toi qui le mets. C'est ton objet. Il est lourd. Il fait 3 kilos. C'est fait à la main. Donc, voilà. Hop, on va mettre quand même... bon, là, c'est l'Amérique. On l'a reconnu, là, c'est l'Afrique. Ça représente réellement la Terre. Plutôt qu'une carte à plat, etc. Là, tu comprends mieux les choses, quoi. Tu comprends les continents, tu comprends... le relief. Tu comprends que la Terre est la planète bleue, tu vois. Tu comprends vite fait, tu comprends tout de suite. Regarde ça. Toute cette partie-là, elle est bleue. Tu l'imagines, toi? Comment veux-tu que je te l'explique, à part sur une boule qui représente la Terre? Je pourrais passer des jours à t'expliquer. Et comme je dis souvent, vaut mieux un beau dessin qu'un grand discours. Et ça, c'est un beau dessin, en plus, en 3 dimensions. Oh, punaise. Eh ben, merci pour ce beau dessin. C'est carrément mieux qu'un beau discours. Je pense que tu as bien raison. Ça veut tout dire, on a juste à regarder, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jean et Anne. C'était un vrai plaisir de vous avoir à bord. Merci de nous avoir accueillis aussi. Franchement, de ton fier navire. Ouais, mon petit navire, il va venir faire 2-3 coachings là. Il va aller croquer quelques milles là autour de la Bretagne, c'est génial. Il y a de quoi faire. Mais en tout cas, c'est magnifique. Pain à la main. Pain à la main, tout a été fait à la main. C'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter à tous les deux? Qu'il se passe encore plein de choses. Hein, je sais pas. Qu'il se passe encore plein de choses. Et que vous réussissiez vivre à Port-la-Forêt? Oh bah oui. Ah oui, ça on bougera pas. Ouais, on est bien. Vivre au moins comme ancrage. C'est sûr qu'on va pas aller à Paris.
ça, on ne sait pas où on va aller, mais à Paris, on n'ira pas. Paris, on n'ira pas. Hein. Non. Puis ni au Luxembourg. Hein. Voilà. Ouais, non plus, quoi. Non plus. Voilà. Bon, bah, merci de nous avoir accueillis. Ouais, c'était trop bien. Merci Marine, beaucoup, Anne. Merci, Jean. Littoral, Bah, de nous merci à avoir, vous. On fait quoi Tu es à la c'est normal. Non, c'est qualité, c'est des... T'as vu, Sophie? Il y a ce week-end. Clac, clac, clac. Hop, hop, hop. On va à la soirée. Ok, Jean. Ouais, bon, alors on va faire clac, 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 et puis surtout, n'oubliez pas, yes we can.